Bonjour à tous et bienvenue sur Orphelia. Donc, cette nouvelle vidéo, Psychologie de l'amour et sublimation du désir, sera un gros projet. Il sera question de recosmiser l'homme, réunifier l'homme fragmenté afin de lui donner une envergure beaucoup plus vaste que par rapport à ce qu'on lui donne actuellement en psychologie. Vous savez très bien, pour ceux qui y travaillent ou pour ceux qui ont étudié un petit peu l'affaire, que la psychologie est un des royaumes d'études en sciences qui rétrécit, qui réduit l'homme réellement à quelque chose de purement chimique, purement matériel et que de la mécanique. Donc, c'est un premier élan. Il y aura d'autres vidéos qui vont suivre afin de redonner une grande envergure à ce qu'est la psychologie humaine. Disons les choses de cette manière-là. Et cette vidéo, c'est une grande introduction, vraiment. Je ne veux pas m'attarder sur des détails en psychologie, comportement, éthologie ou autre, pas du tout, pas du tout. C'est une grande introduction à ce qu'est la recosmisation de l'homme et on va attaquer ça à travers le visage de l'amour, bien sûr, et du désir. Hein, très important pour l'espèce humaine, hein. Bon. Il y a un grand PDF hein, à dérouler. Et il y aura beaucoup de choses à dire. On va commencer par le partage écran. On y va. On commence. Donc nous voici. Nous voici arrivés au début. Psychologie de l'amour et sublimation du désir. Hop. L'homme moderne est décosmisé, dénaturé. Entendez bien les sous-entendus, hein. Centré sur sa propre individualité et fermé sur lui-même. Bienvenue dans la psychologie matérialiste. Ceux qui le traversent et constituent sont de même nature que ceux qui modélisent l'univers, les phénomènes naturels et les êtres vivants. Ça, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, hein, afin de voilà, contrecarrer cette pensée matérialiste. Et nous allons passer donc de langue fragmentée, psychologie matérialiste telle qu'elle est actuellement, à l'homme réunifié, ce que je vais essayer de vous présenter au cours de cette vidéo. Commençons. Le désir éros, amour, est aveugle à lui-même. On va observer le mode de fonctionnement de l'être humain, hein. On va observer ce qu'est le désir éros, ce qu'il est réellement. C'est une énergie qui cherche l'objet de son propre désir sans avoir la possibilité de le reconnaître. Le désir est épanchement illimité, sans finitude. Il s'attache de manière incontrôlée à tout ce qui lui procure du plaisir, de la satisfaction. Il s'enquiert de la fusion complète avec l'objet de son désir, sans jamais être rassasié définitivement. Sans maîtrise, il se disperse partout, en tout et pour tout et n'importe quoi. Selon le langage du mythe, c'est le feu des origines qui a jailli de l'océan primordial. Voici ce qu'est le désir ou l'éros ou l'amour selon les traditions spirituelles. Sans intelligence, il consume tout ce qu'il touche. Avec intelligence, il permet de structurer tout édifice. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, hein. Voici l'image du dieu du feu, Agni, hein. Il y a une étymologie commune avec le latin que nous avons aussi en français, igné, le feu, Agni, igné. C'est le dieu du feu de l'Inde ancienne. Et voici ce qui est dit sur lui dans le Rig Veda, c'est-à-dire le texte sacré de l'Inde ancienne, le plus ancien même de l'humanité. Et dès l'introduction, on ouvre le Rig Veda, on a directement, une introduction à Agni, le dieu du feu. C'est lui qui a introduit le texte. Et là, vous avez, si vous voulez, premier livre, c'est le Mandala 1, il y en a 10.
Premier livre, premier chapitre, première ligne. Voyez? Donc ça, c'est la deuxième ligne. Ok. Et voici ce qui est dit. Je chante Agni, le chapelain, dieu du sacrifice, le prêtre qui nous comble de richesses. Agni est chanté par les rishis, c'est-à-dire les sages inspirés de l'Inde ancienne. Nous le chantons nous aussi. Puisse-t-il guider les dieux jusqu'à nous? Alors la dernière phrase est très intéressante, puisque c'est grâce à Agni que les dieux arrivent et descendent chez nous. C'est la porte d'entrée du ciel. Sans lui, il n'y a pas de descente du ciel, ni de montée d'ailleurs. Hein. Les hommes montent au ciel grâce à Agni et les dieux descendent sur terre grâce à Agni. C'est vraiment important. Voilà, le feu. Sous-entendu le feu, il y a aussi le soleil dans la mythologie du Rig Veda. Si vous voulez, Agni, c'est la première forme, le feu est la première forme du soleil, en sachant que le soleil devient, dans ces cas-là, la sublimation du feu. Donc, premier élément, le feu, et au fur et à mesure de sa constitution, complexification et maturation, le feu se transforme en soleil. C'est la conscience, la pleine conscience, le soleil. Le premier élément, la fondation, la pierre de fondation, c'est le feu. Continuons. Le désir Eros tisse tout un réseau de relations intrapsychiques, vie affective, relations avec autrui, sentiment de sécurité, chaleur humaine, amour, partage, bien-être, plaisir, satisfaction, reproduction, se sentir exister, attirance sexuelle, attirance vers l'esthétisme, participe à la construction de l'image que l'on se fait de soi, etc. Le désir sans contrôle produit le désordre, intrapsychique et cognitif. Puisque sans contrôle, il génère le désordre, le chaos en résulte. Il utilise la force brute pour se satisfaire. Du désordre intérieur naît une société à son image, sans loi, sauvage, barbare et tyrannique. Faire n'importe quoi sans restriction morale, ça c'est du domaine cognitif, puisque là on ne parle pas du cognitif, on parle du désir éros, puisque le cognitif n'existe pas encore, puisqu'il n'a pas été mis dans la balance. Eh bien si on laisse faire le désir éros, et on le voit dans la nature, lorsque le désir éros est libre et fait ce qu'il veut, eh bien il n'y a aucune morale qui existe, eh bien on peut faire n'importe quoi. Il n'y a ni connaissance de soi. C'est le domaine du cognitif, ça aussi. Donc le désir éros, c'est une force brute. Et là, libre cours à faire ce qu'on veut. Inceste et abus sans mesure. Prendre plaisir avec n'importe quoi et n'importe qui. Viol, force brute, et destructrice, etc. Voici ce qu'est le désir éros sans le cognitif, sans le mental, sans une conscience, si vous voulez. Ok, et maintenant, nous sommes avec le dieu Eros, toujours, mais selon le regard grec cette fois-ci. Et celui-ci s'appelle Eros Phanès. Eros Phanès veut dire Eros manifesté. Eros qui a pris une forme. Eros visible. Et ce que vous voyez sur l'illustration, c'est une image. Vous voyez, en dessous, là, il y a le feu, là, sous ses pieds. C'est l'image d'Eros Phanès dans la mythologie orphique. Dans la mythologie orphique. Donc, on l'appelle aussi le protogonos, c'est-à-dire le premier manifesté, le premier né, protogonos. C'est la forme de Dieu à l'état primitif dans l'orphisme. Vous voyez ? Il y a une corrélation avec le Rig Veda, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est le premier Dieu, le premier né. Et il y a un chant que nous trouvons dans les hymnes orphiques à Eros Phanès, et le voici. J'invoque Protogonos aux deux natures, c'est-à-dire il est androgyne. Grand, errant par les terres, né de l'œuf, fier de ses ailes d'or. Mugissant comme un taureau, origine des bienheureux et des hommes mortels. Origine des bienheureux, c'est les immortels. Donc il est l'origine des immortels et des hommes mortels. Semence tant célébrée, Erike Paoios, tant vénéré, ineffable, caché, vrombissant, rejetant de lumière.
Rejetons de lumière. Toi qui as dissipé des yeux l'obscur brouillard en tournoyant de tous côtés, avec tes battements d'ailes par l'univers, apportant la brillante et pure lumière, ce pourquoi je t'appelle lumineux, Phanès. Oui, parce que Phanès veut dire aussi lumière. On a le mot phos en grec. Et Seigneur Priap et Aoutaouges, le scintillant, aux yeux vifs. Allons, bienheureux, riche en intelligence, riche en semences, avance, joyeux, vers l'initiation sainte et très diverse auprès des ministres du rite. Vous voyez, il avait une importance, hein, quand même, le feu à l'époque, hein, le feu. Une source de contradiction, car le désir est désir multiple, de conflits intrapsychiques et d'autodestruction. Oui, bah, si vous regardez Eros, désir, euh, il est au singulier, mais en vérité, c'est comme l'hydre de Lerne. Il est multiple, tous ses désirs vont dans tous les sens. Il va dans toutes les directions, et tout ce qui le stimule, il y va. Il est multiple, il est contradictoire avec lui-même, il s'auto-détruit, il s'auto-nourrit de lui-même, et il dévore tout. C'est pour ça qu'il consume tout. Hmm. Seule la mort peut l'arrêter. C'est une force vitale dans ces cas-là. Il est ambigu, ambivalent, ni bon, ni mauvais. Ce qu'on entend derrière ça, c'est bah, il est sans, il n'y a pas de morale. C'est pas une question de morale. On parle de nature. Quelle est sa nature? C'est pas une nature bonne ou mauvaise. Elle est ce qu'elle est, cette nature-là. Eh bien, cette nature, elle est ambiguë, ambivalente, et voilà, telle qu'on est en train de la décrire. C'est un mouvement énergétique sans direction apparente, c'est important, ou plutôt qui se disperse en tous sens. Lorsqu'il n'est pas comblé, il génère de la frustration, de l'addiction, de la colère, de l'envie, de la rage, de la jalousie, du stress, de l'impatience, du pouvoir tyrannique, etc. Tout le monde peut observer ça au quotidien si on fait abstraction du cognitif, du mental, de la conscience. Okay, la part moralisante, la part sociétale, les lois et ainsi de suite, ce qu'est le désir en tant que tel. Lorsqu'il est comblé, il génère de manière éphémère de la joie, du bonheur, de la satisfaction, du bien-être, de la complétude, etc. Seule la mort peut l'arrêter. Seule la mort peut l'arrêter. Maintenant, observation. Le désir n'est pas propre à l'espèce humaine. Chaque être vivant est mu par cette même énergie motrice, sans tête. Le désir éros est perceptible dans la sexualisation des espèces végétales et animales. Bien sûr, puisque les espèces végétales sont sexuées. Et donc, on peut découvrir une forme de désir éros appliqué au monde végétal. Continuons la lecture. Observation toujours, il prend racine dans la puissance de reproduction. Il s'accroît par l'excitation sensorielle, le jeu des plaisirs, l'esthétisme, la curiosité et la découverte de nouvelles sensations. Il est curieux quand même ce petit désir, hein. Il est assez curieux, hein. Il veut découvrir toujours de nouvelles choses. Hein. Continuons. Tout ce qui vit est le fruit du désir éros, des plantes aux animaux. Il s'agit donc de la force vitale des êtres vivants. Voici ce qui se cache derrière le désir éros. C'est pas juste une force brute, hein, qui cherche à combler juste son propre désir, d'accord? C'est une force vitale, c'est la force vitale des êtres vivants. La vitalité est de nature innée. Voici quelque chose d'important à noter. La vitalité est innée. Elle n'est pas liquide ou aquatique ou d'éléments eau, elle est innée. Hein. Cette vitalité, cette force vitale est innée. Le désir éros se situe au niveau du ventre chez les êtres humains. On va le voir. Hein.
La combustion des aliments et la digestion résultent aussi de son activité. Voici quelque chose de supplémentaire. D'accord? Le désir éros est affilié à la combustion aussi des aliments, hein, et à la digestion qui en résulte. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a des jeux, des plaisirs et tout, ben, les aliments vont être associés au monde des plaisirs et la digestion, c'est-à-dire les relations qu'ils vont avoir entre hommes et femmes ou en homme et objet et autres, parce que l'homme, lorsqu'on le regarde juste en tant que désir, peu importe ce qu'il y a, il peut prendre n'importe quel désir avec n'importe quoi, et il prend du plaisir. Eh bien, la digestion, la combustion des aliments, la nourriture fait partie justement du jeu. Ça fait partie de ça. Ok? Continuons notre belle lecture. Et là, on va voir Platon, le Timée. Pour la partie de l'âme appétitive, c'est-à-dire l'âme désirante. On est en train de parler de ça, de cette âme qui est située au niveau du ventre, qui demande des aliments, des breuvages et tout ce que la nature de notre corps nous rend nécessaire. Elle a été mise dans l'intervalle qui sépare le diaphragme et le nombril. Et les dieux l'ont étendue dans cette région comme dans un râtelier où le corps put trouver sa nourriture. Ils y ont attaché comme une bête féroce, qu'il est pourtant nécessaire de nourrir pour que la race mortelle subsiste. Voici où se situe, pour Platon, ce désir éros. Il se situe entre le diaphragme et le nombril. Et c'est une âme qu'il nomme appétitive, épétou bien exactement dans ces textes, sachant que pour Platon, il y a trois catégories d'âmes. Il y a une âme située au niveau du ventre, il y a une âme située au niveau de la poitrine, et il y a une autre âme située au niveau du cerveau. D'accord? C'est vertical. Voilà, il faut bien l'entendre, c'est vertical. Chose étrange. Regardez bien maintenant. Hmm. Eh bien, nous allons retrouver le même principe en Inde et le même principe de distribution de trois âmes euh, en Chine également. On va se concentrer uniquement pour l'instant sur celle qui est située au ventre, puisque c'est l'objet même de la vidéo. Et regardons ça d'un peu plus près en médecine chinoise maintenant. En médecine traditionnelle chinoise, le ventre, hein, ce lieu est celui du yin. Dans son écriture idéogramme, la partie de gauche du signe écrit évoque le grain de riz que l'on retrouve dans le caractère qi. Oui, l'énergie vitale. Oui, vous y êtes, l'énergie vitale. Il y a un lien avec l'énergie vitale. Le désir éros et l'énergie vitale sont reliés. La partie de droite renvoie au signe vert, ce qui est la couleur de la plante qui croît. La croissance est liée à la sève. Le yin est la sève du grain de riz, sa quintessence même. Procréation, croissance, combustion, digestion sont sous sa gouvernance. C'est la substance vitale et fondamentale de l'organisme, tout comme chez Platon. Et c'est une tradition Orient-Occident. C'est la même tradition. Son activité est inséparable de la dimension psychique et cognitive. Le désir Eros-Yang forme un couple psyché-corps, psychophysique. Voilà maintenant, on réunit un petit peu quelque chose de fragmenté. La psyché ne peut pas être séparée de l'activité organique, physiologique, corporelle, et l'activité corporelle ne peut pas être séparée de l'activité psychique. Ça forme un couple inséparable. Donc, santé physique et santé mentale en découlent. Je reviens légèrement à vous avant de reprendre la lecture. C'est important de remettre cette place-là de la psyché, du désir éros. Le désir éros a une implication et une influence sur la psyché et sur le corps humain, sur l'organisme. Et dans la médecine chinoise et la médecine que j'ai un petit peu citée de chez Platon, hein, qui provient aussi d'Hippocrate, hein, c'est tiré de là. L'âme et le corps ne peuvent pas être dissociés dans l'activité du désir éros. Ce n'est pas possible. C'est le feu, la source fondamentale, l'activateur, l'animateur, la force vitale du corps et de l'âme. Ça vient de là. Et c'est situé au niveau du ventre, entre le diaphragme, hein, comme vous l'avez vu, et le nombril pour Platon. C'est situé là. Hein. Et là, on est dans le premier cerveau, hein, tel
connu dans l'évolution, parce qu'il y a deux cerveaux. Il y a le cerveau hein, qu'on utilise pour le cognitif, et puis il y a le cerveau, disons, viscéral, ventral. Il y a aussi tout un système de distribution des neurones ici qui fait fonctionner comme une forme d'un deuxième cerveau, qui est le premier au point de vue de l'évolution. Celui-ci est secondaire. Premier, c'est celui-ci, et le second, c'est là. D'accord? Et à l'intérieur, ben, il y a une âme qui agit. Elle est de nature vitalité, elle est de nature vitale, essence vitale, le chi, le prana. C'est ici, vous voyez? Chi, prana, ça vient de là. Ok? Donc, on ne peut pas séparer la santé du corps et la santé psychologique, si vous voulez, sans prendre en considération que ça forme un tout, cet être humain-là. Donc il faut prendre en considération maintenant ceci. Euh, L'étude du corps tel qu'il est fait actuellement, sans la psychologie, ce qu'on appelle la biologie hein, et la chimie organique, est un problème. Est un problème, puisque la santé mentale n'est pas prise en considération, la santé psychologique également, et tout ce qui touche à cette sphère-là, puisqu'il y a une autre discipline affiliée à ça, c'est la psychologie, la psychanalyse et bien sûr tout ce qui est attaché à la thérapie en rapport avec la dimension intérieure, ok, eh bien, est séparé de la dimension biologique. Parfois, il y a des recoupements, il y a des croisements, il y a des études similaires, surtout en neurobiologie. Hmm. On découvre ça et on commence à découvrir que le premier cerveau situé au ventre a des implications sur la santé psychologique, puisque puisque la flore intestinale, avec toutes ces bactéries, influence la santé psychologique et la santé du corps. Hein. Les allergies, entre autres, en font partie, aussi l'eczéma, le stress et tout le reste. Tout ceci est une affaire aussi psychologique, on appelait ça la psychosomatique. Vous voyez, c'est la psyché qui influence le corps, mais l'inverse est vrai également. Donc on ne peut pas séparer la psyché du corps, le corps de la psyché psychophysique. Première réunification, on est obligé de refaire ça. Vous voyez? Voilà, donc voilà l'introduction. On va continuer doucement, doucement. D'accord? On continue. Le désir Eros se nomme libido en psychanalyse, et sa puissance dépasse la sphère d'activité humaine. Sous l'emprise du désir Eros, c'est l'être entier qui se voit focalisé vers l'unique objectif de satisfaire cette vitalité surpuissante. Le mental, les émotions, les sens, les perceptions, etc. Son épanchement sans limite peut désorganiser toute l'activité cognitive et émotionnelle. Son activité influence l'état de conscience des êtres vivants, leur comportement, leurs fonctions cognitives, leur relation au monde, leur perception et leur compréhension du monde où ils résident. Il y a une graduation de sa prédominance en fonction de la hiérarchie des espèces. Plus l'espèce est simple organiquement, plus il domine les autres sphères. Plus l'espèce est complexe organiquement, plus il existe un système de régulation et de maîtrise du désir. Eros. Observation. Le cognitif est donc la face opposée du désir Eros. C'est lui qui institue une limite au désir Eros, le régule et instaure de l'ordre et une direction dans son mouvement. Il y a une interaction constante entre le cognitif, la tête, et le désir Eros, le ventre, si vous voulez, les deux cerveaux, que l'on pourrait associer au conscient et à l'inconscient. Continuons. Par effet miroir, le type de société où nous vivons change en fonction de l'interaction et de la prédominance entre ces deux opposés. Donc si c'est le cerveau qui prédomine, eh bien, il y aura un type de société affilié à cette prédominance-là. Si c'est le désir Eros qui prédomine, la société sera à son image. Ce qui veut dire que la société est le reflet de notre état de conscience, notre état intérieur. Les lois sociales répondent par analogie au système de maîtrise que nous nous instituons à nous-mêmes pour contrecarrer à l'appel du désir Eros. La hiérarchie des valeurs entre dans l'équation cognitif désir Eros. Voici ce que font les hommes. Ils ont un système de valeurs fondé sur cette
interaction et le système de prédominance entre ces deux opposés. Bien sûr, après, il y a les émotions qui est intermédiaire entre le désir, le cognitif, bien sûr, qui est l'âme intermédiaire, qui se situe au niveau de la poitrine, les émotions, si vous voulez. Ok. Mais il faut bien saisir que le type de société dans lequel nous vivons est à l'image de notre monde intérieur. Donc le système des valeurs, les lois, les institutions reflètent notre état de conscience. Ok. Continuons. Le niveau de société dans lequel nous évoluons équivaut à notre capacité à sublimer le désir éros. Alors plus une société aura pour fondement le désir éros, chacun pour soi, chacun pour tous pour moi et personne pour tous, plus ça sera l'individualité, la tyrannie, le plaisir qui compte personnel, l'égoïsme et ainsi de suite, plus la société sera en désordre, en chaos, avec un semblant de constitution. Et dès qu'il y aura un juge, un avocat, un président, un ministre, quelque personne qui est au pouvoir, que ça soit religieux, spirituel, temporel ou autre, sa prédominance intérieure va agir dans la société et il va agir d'une manière corrompue, en corrompant tout ce qu'il fait, puisque la prédominance, c'est le désir éros, le personnel, l'individualité, lui d'abord, sa famille, ses intérêts, l'égoïsme, si vous voulez. Le désordre s'installe, il manipule tout, le cognitif est sous le joug du désir éros et de ses émotions, et là vous avez une société à l'image de l'intériorité. Donc vous voyez bien, tout ce que nous voyons dans la société est le reflet du mode de fonctionnement et de maîtrise du désir éros. Ok. On va aller juste là pour l'instant, pas parler des émotions, juste le désir éros. D'accord. Maintenant, plus une société commence à maîtriser son désir éros à travers une constitution cognitive intérieure, on est maître dans sa maison, plus la société sera moins en désordre, donc plus d'ordre, plus de lois, plus de justesse et ainsi de suite. Vous comprenez? Donc c'est ça la sublimation du désir. Sublimation, il s'agit du processus par lequel le désir éros transforme sa puissance aveugle, ok, en d'autres activités psychiques plus affinées par l'entremise du cognitif. Donc quand une société dont les hommes ont le pouvoir, je parle bien temporel et spirituel, hein, ce pouvoir-là dans les deux dimensions de l'activité humaine, hein. Donc dès qu'il y a du pouvoir, bien le désir éros, pour ces gens-là qui ont non pas sublimé leur désir, mais qui l'ont laissé agir en eux et ils le laissent déborder, voilà, hein, sans limite, illimité comme on l'a dit au départ, ok, infini, hein, avec un élan infini vers toutes les directions. Ben c'est pour ça qu'on a toujours envie de quelque chose. On n'a jamais fini. Sa curiosité est sans fin. Dès qu'il trouve une faille quelque part, il s'engouffre dedans. Le désir éros, c'est l'élan vital. Donc il faut maîtriser cette curiosité, disons, du désir éros pour l'orienter. L'orienter. Non pas arrêter la curiosité, mais orienter la curiosité du désir éros. On va voir comment, hein. On va voir où exactement, l'orienter où. D'accord. Ben, imaginez-vous une société de cette nature-là, où le désir éros est en place, bien tout est corrompu malgré qu'il y ait des lois, disons, de façade pour montrer que nous sommes une société civilisée, eh bien derrière, tout est corrompu parce que les hommes qui possèdent ce pouvoir-là sont dominés par leur désir éros et manipulent les lois. C'est ainsi qu'aujourd'hui, alors, c'est intéressant, je pense, de faire un point sur cette affaire-là, parce que c'est une affaire d'actualité, je pense. Euh, On peut manipuler les lois à son avantage lorsqu'on a le siège du pouvoir et on les manipule comme on veut tout en présentant les lois. Et on fait dire aux lois ce qu'on a envie de leur faire dire, on les manipule parce que c'est dans notre intérêt ou l'intérêt d'un client ou l'intérêt de notre famille, c'est-à-dire personnel. C'est un intérêt personnel. Vous voyez comment l'ego commence à prendre le dessus? L'égoïsme, l'individualité, d'où ça sort tout ça, comment ça naît? La manière dont ça fonctionne, hein. Bon, c'est la naissance. On n'est pas en train de parler de la constitution, de la formalisation complète de l'ego. C'est juste des apparitions de l'ego, hein. Et le désir éros, hein, c'est son feu, c'est son, c'est la force vitale qui anime l'ego. D'accord? Donc, pouvoir temporel.
manipulation, et vous voyez ça dans des types de sociétés qui manipulent les lois, hein, les lois démocratiques ou les lois de la société pour tirer toute chose à leur avantage. Désir Eros est là. Hein. C'est pas la justesse qui domine, c'est pas la maîtrise de soi qui domine, vous le voyez. On accepte les pots de vin et tout le reste. Et d'un autre côté, dans une société dictatoriale, bah, c'est le désir Eros de celui qui a le plein pouvoir qui domine. Celui qui va à l'encontre du désir Eros, le sien, hein, son désir Eros, est exterminé, exterminé, évincé, évincé. Donc vous voyez bien tout le problème du désir Eros. Il peut se camoufler et il peut être apparent. Dans la démocratie, il est camouflé, et dans une société dictatoriale, il est apparent. Maintenant, ça, c'est le pouvoir temporel. Et dans le pouvoir spirituel, on est dans les voies initiatiques, dans les voies spirituelles, dans les religions, c'est-à-dire tout ce qui a pour but de nous faire arriver à Dieu. Eh bien, c'est un pouvoir. Dès qu'il y a du pouvoir, le désir Eros est là. Et le désir Eros est là lorsqu'il n'est pas maîtrisé par la personne qui possède ce pouvoir-là, manipule au même titre que celui qui a le pouvoir temporel, manipule au même titre les structures, les lois, les règles et les formes du pouvoir spirituel. Et il devient corrompu. C'est ainsi qu'aujourd'hui, ceux qui possèdent le pouvoir spirituel sont corrompus. On ne dit pas le pouvoir spirituel corrompt, pas du tout. Le pouvoir spirituel incite et invite à une forme de corruption dès que le désir éros de la personne n'est pas maîtrisé. Hein? Le semblable attire le semblable. Donc il va prendre le pouvoir, il pourra se camoufler ou être à visage apparent. Ça va dépendre. Il peut jouer même sur les deux plans. Donc, la société est à notre image. Nous avons instauré sur les deux sièges du pouvoir, le temporel et le spirituel, le désir Eros, parce que ceux qui possèdent ces sièges-là ne savent pas se maîtriser et ne savent pas sublimer leur désir. Donc, ils ne peuvent pas nous montrer ce qu'est la justesse, le juste, la sagesse, la voie vers Dieu pour les autres, la voie vers la divinité et la voie vers une constitution la plus belle possible dans le monde, à travers une politique. Donc, voilà. Donc la sublimation, il s'agit du processus par lequel le désir éros transforme sa puissance aveugle en d'autres activités psychiques plus affinées par l'entremise du cognitif. Donc vous voyez bien que c'est interrelié tout ça. Hein. Continuons notre lecture. Le connais-toi toi-même permet de mettre de l'ordre en soi-même, de basculer vers un système de valeurs plus affiné et plus élevé, d'établir des lois sociales plus justes, de changer la nature même des lois sociales. La société est le miroir de l'état de conscience des hommes qui y résident. Ainsi, ainsi donc, psychologie, connaissance de soi et type de société dans lequel nous évoluons, pardon, ne peuvent être séparés. Vous voyez, on ne peut pas séparer tout ça, ça fait un tout. Déjà, nous avons la psychophysique, ça fait un tout. Et on ne peut pas séparer psychologie, connaissance de soi et le type de société dans lequel nous vivons. Ce n'est pas possible. Tout est relié, interrelié, à un rapport dynamique. Hein. Cela impacte sur le système éducatif directement, c'est-à-dire le système des valeurs que l'on met en place. Si c'est un système de valeurs égotique, fondé que sur le désir éros, ou fondé sur une relation que sur le cognitif, qui connaît plus ou moins ce que nous sommes, eh bien, le système de valeurs mis en place sera le reflet de ce que nous sommes actuellement. Soit les méthodes mises en vigueur pour aboutir au système de valeurs individuelles et sociétales. Ouais. Donc le connais-toi toi-même est le centre même de la psychologie de l'amour quand même. Hein. Si nous voulons du bien pour les autres et du bien pour nous-mêmes, nous devons nous connaître nous-mêmes. Et mieux nous nous connaissons, mieux nous connaîtrons les autres. C'est comme ça que ça fonctionne. Moins nous nous connaissons, plus on ne comprend pas le mode de fonctionnement des autres, c'est-à-dire de l'altérité.
Et forcément, le type de société qui s'en dégagera sera conflit sur conflit. À chaque fois qu'on essaiera de régler un conflit, on ajoute du conflit à ce conflit. Vous voyez? Bah, regardez ce qui se passe aujourd'hui autour de vous, eh bien, vous verrez ça. On surenchérit sur le conflit. À ce niveau, le cognitif joue le rôle du démiurge platonicien. Il organise l'univers intrapsychique à mesure qu'il sublime l'énergie qui se dégage du désir Eros Yin. Vous voyez le rôle du mental, c'est le rôle même du démiurge, du façonnateur, de l'architecte de l'univers. Un système de paliers de conscience de soi se fait jour en soi-même, pardon. J'ai marqué en jour. De soi, se fait jour en soi-même. À mesure que le cognitif donne la direction à prendre au désir Eros, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il se lance en toussant sur le plan horizontal, soit les 4 directions de l'espace, soit reste prisonnier du jeu dedans, dehors, c'est le linéaire, en sublimant son énergie de manière verticale, voici la direction à prendre, le cognitif lui offre le moyen de s'affiner et de sortir de sa propre violence et cache. Donc la violence, la sortie de la violence, c'est la sublimation du désir Eros. Et c'est le cognitif ou le mental qui lui offre l'accès, la sortie pour qu'il ne puisse plus être prisonnier de lui-même. Puisque ce n'est qu'une force brute, une force vitale, certes, animatrice de toute chose, animatrice du corps et de la psyché, donc de la psychophysique, y compris de la société, vous le comprenez, eh bien, sans une direction verticale, tout sera dans un épanchement linéaire et vers les 4 directions de l'espace, en tous sens. Ok? Voilà. La psychologie freudienne est une cage, une mécanique dont le but consiste à déverser au dehors le trop-plein libidinal. Puis, lorsqu'il se remplit à nouveau, il convient de décharger cette libido sans moyen aucun de la sublimer verticalement. Ok? On parle de verticalité. Verticalité. En ce sens, sublimer signifie donc élargir son champ de conscience, transformer l'énergie du désir Eros en données conscientes et ériger veut dire structurer, et ériger la structure cognitive et psychique de manière plus cohérente. Le connais-toi toi-même. Voyez? Voyez, le connais-toi toi-même. Et voici le dialogue entre le conscient et l'inconscient. Hein, c'est une partie, bien sûr. Mais plus on a conscience de sa propre inconscience, c'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur de cette chose que l'on appelle inconscient, dont le désir Eros en fait partie, plus on a la capacité de se comprendre soi-même, de moduler, de structurer, d'organiser ses pensées, ses émotions, ses désirs et de leur donner une verticalité. On commence à les sublimer. On n'est plus victime de soi-même. On souffre moins. Continuons. Ok. Ah, regardez maintenant. Vous êtes en Chine, dans le taoïsme. Vous voyez bien tout ce système-là que l'on retrouve chez Platon, eh bien on le retrouve dans la médecine traditionnelle chinoise, mais hindoue également, dans la civilisation hindoue, dans la spiritualité hindoue. C'est la verticalité. Donc là, vous avez le ciel inférieur, le ciel supérieur, le ciel médian, hein, et là, vous avez le chi du ventral, viscéral, qui arrive, et il va sublimer grâce au mental. C'est lui qui va lui offrir une direction, donc ça va circuler hein, dans le corps, et ça va circuler dans l'âme, ce qu'on appelle la psyché. La méditation, la concentration et la respiration, contrôlées par l'acte cognitif, vous voyez bien que ce système organique, hein, la respiration c'est organique, vous voyez, eh bien c'est par un contrôle cognitif, donc il faut faire appel, bien sûr, à, au mental, eh bien, on va activer en soi, par la méditation, la concentration et la respiration, on va activer en soi une direction à l'énergie ventrale pour l'orienter verticalement, afin que la matière brute se spiritualise.
la matière brute de cette énergie vitale puisse se spiritualiser. C'est ça, sublimation du désir Eros. C'est spiritualiser la matière. Spiritualité, la psychophysique. Le désordre devient ordre, ainsi. Donc on parle d'un ordre intérieur. Et là, vous remarquez, comme c'est le démiurge intérieur qui fait ça, c'est le mental, eh bien le démiurge du cosmos accomplit l'acte similaire. Ce que nous voyons à l'extérieur, nous le réitérons à notre échelle. Nous le réitérons à notre échelle. Que découvrons-nous par cet exercice? Des dimensions impliquées dans le mental même de l'homme, au nombre de 7 selon les traditions. Toutes ces réalités superposées les unes sur les autres sont imperceptibles à l'œil de la conscience, tant qu'elle n'a pas gravi en elle-même chaque palier. Le feu principiel, situé au niveau ventral, vous le savez maintenant, est donc la source de toute la matière intrapsychique. Bien sûr, elle a une activité sur l'organisme, donc elle aura un effet sur la santé organique et bien sûr sur les capacités de l'organisme à se régénérer, à se soigner et bien plus encore. De la plus dense à la plus subtile, au même titre que pour le démiurge, le feu est la source animatrice du cosmos multidimensionnel. Nous sommes un être multidimensionnel, mais nous ne le savons pas parce que nous ne l'expérimentons pas. Comme nous sommes enfermés dans une vision linéaire, unidimensionnelle, vers les 4 directions de l'espace, typologie psychanalytique, freudienne, psychologie purement matérialiste actuellement, toutes les dimensions n'existent pas. C'est de la folie, des hallucinations, des délires, hein, délire collectif, parce que ce n'est pas intégré dans la méthodologie et dans la conception même de ce qu'est la nature humaine, à cause de ça. Continuons notre lecture. Matérialisme. La vie n'a aucun sens, donc la vitalité du désir Eros également. La matière n'a aucune direction significative, aucun sens, et tout est le fruit du hasard. Ok? Bien que la physique actuelle est dans un post-matérialisme et commence à découvrir que tout ça ne tient pas vraiment la route, d'une manière générale, toutes les autres disciplines considèrent cette chose-là. Nous sommes dans une politique encore matérialiste, une biologie matérialiste, une psychologie matérialiste, une éducation matérialiste, et vous regardez partout autour de vous, nous sommes dans le règne de la matière encore. Bien que la physique a dématérialisé la matière et découvre que la matière n'existe pas en tant que telle. Ok? Mais pour que cette connaissance soit intégrée dans notre société, il va falloir du temps. Spiritualité. La vie véhicule du sens, c'est inhérent à la vie elle-même. Ça ne se surajoute pas à la vie. Il ne faut pas chercher du sens à la vie. La vie est sens. Je vais essayer de vous le montrer. Elle émerge à soi à la manière d'un rêve. La matière a une direction significative. Significative et signifiante même. Tout est orchestré par l'intelligence cosmique, c'est-à-dire le démiurge, qui instaure de l'ordre en sublimant son propre feu. Dans un monde dominé par la science mécanique, la beauté n'a aucun sens. Voilà, on a parlé du désir Eros maintenant. On va commencer à intégrer la vision de la beauté. Ok? La beauté n'a aucun sens pour la science mécanique. C'est un artifice secondaire. À quoi ça sert? À rien. Parce que les machines peuvent fonctionner sans esthétisme. C'est fonctionnel. Tout ce que nous cherchons, c'est de l'utilitarisme. Et bien sûr, le côté esthétique, le côté beauté, c'est secondaire. C'est secondaire. Bien sûr, on se pose la question, on remarque dans le marketing, tout le monde peut le voir, quand il y a une mécanique, une technologie affiliée à de l'esthétisme, ça attire l'œil, ça nous attire. C'est la beauté qui nous attire. Le marketing connaît bien ça par rapport à
disons, euh, stimuler notre désir, parce que c'est que ça le marketing, hein. C'est allez, allez, on stimule le désir Eros, achète, 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 non pas pour que tu libères tu te libères de toi-même, mais pour que tu t'emprisonnes davantage, pour qu'on te donne des besoins inutiles et qu'on considère que ces besoins sont primordiaux pour toi, importants. Ok? On crée du besoin, on crée des désirs inutiles. C'est la société, bien sûr, capitaliste, mais c'est une science mécanique. L'esthétisme est utilisé comme de l'utilitarisme, mais on sait que ça agit psychologiquement. Mais dans la science, ça sert à rien. C'est utilitaire. Vous voyez, ça fait vendre. On sait que ça marche, on le jette, on vous le donne, on me le donne, ça fait vendre. Ok? Ça fait vendre. Mais la science mécanique, une technologie pas belle du tout, ça marche quand même, c'est ce qui compte pour eux. Voilà. Les machines peuvent fonctionner sans esthétisme. Alors la grande question, pour quelle raison le cosmos, la nature et les êtres vivants sont embrasés par la beauté et ils se donnent du mal, hein, pour donner, donner de la beauté à ce qu'ils font. Ok? Il y a même de l'art chez certains animaux pour de l'art, de l'esthétisme, de la beauté. Vous regardez les oiseaux avec la parade amoureuse. Vous regardez aussi tout ce qui est considéré dans le règne animal, dans ce qu'on appelle justement euh, les, euh, les préliminaires amoureuses. Il y a toujours cet esthétisme, cet art de la beauté. Pourquoi? Pourquoi la nature s'évertue à mettre de la beauté, hein, dans le désir Eros? Toutes ces plumes flamboyantes du pan, à quoi ça sert? Toutes ces couleurs, hein, incroyables qui attirent l'œil de tous les animaux, de tous les végétaux, à quoi ça sert? Pourquoi sommes-nous attirés par la beauté, nous-mêmes en tant qu'êtres humains? Eh bien, force est de constater qu'elle a un rôle bien plus que secondaire. On va le voir. À l'inverse de la science, fondée sur la mécanique du monde et dont la beauté serait superflue, nous posons comme valeur fondamentale du réel la beauté. On va à contresens de tout ça, hein. Et comme science, l'acte du signifiant, on est à contresens encore de la science actuelle. La beauté est l'essence même du réel. C'est l'essence même du réel. C'est la raison pour laquelle elle s'exprime partout, et en tout lieu, et en tout sens. L'ultime réalité n'est que beauté, et elle se révèle à travers tous les phénomènes perceptible, puisque l'univers est la manifestation de l'intelligence vénustée. Alors, c'est un terme qui existe, vénusté. C'est en travaillant mon PDF, hein, que j'ai pu découvrir ce terme-là. L'intelligence, c'est le démiurge. Le démiurge est intelligence. C'est un mens, un mental, une activité intérieure. Ok? Et cette intelligence est vénustée. Vous entendez vénusien, Vénus, beauté. L'intelligence vénustée c'est un. L'intelligence est belle. Et la beauté est intelligence. C'est indissociable. Ok? La structure des choses est parfaitement organisée et beau en même temps. Ok? Donc, maintenant, il faut bien saisir. Il faut bien saisir cette affaire-là. On va essayer de le montrer, ok? Quand vous regardez un flocon de neige, c'est beau, il n'y a pas de animaux, il n'y a pas de végétaux derrière, et pourtant la structure est magnifique, bien organisée, symétrie, hiérarchie mathématique à l'intérieur, géométrie, et c'est beau. Vous regardez un arbre, c'est beau, il y a une symétrie, il y a une organisation, il y a une structure, une organisation, et c'est beau. N'importe quoi vous regardez, avec votre œil, la beauté se présente. Le désir Eros cherche l'amour dans les belles choses. Maintenant, on va voir cette activité-là de la beauté avec le désir Eros. Il tombe amoureux dès qu'il entre en contact avec les belles choses. Le désir Eros, il tombe amoureux tout de suite de tout ce qui est beau. C'est pour ça que le marketing, ça marche. Ça marche parce que c'est le désir Eros. Aveugle, il use de violence pour les acquérir et se les garder pour lui-même. Éclairé par l'acte cognitif, il est orienté vers la source des belles choses. Vous comprenez, hein? Par lui-même, le désir Eros ne voit rien, il est aveugle. Cet amour-là
se colle, s'agglutine sur les belles choses. Et il veut l'avoir tout de suite. Parce qu'il est attiré par ça, tout de suite. Ok? Mais c'est le cognitif qui lui donne la direction verticale, ok, comme on l'a vu, mais en plus lui donne la signification, ok, le sens qui ne se surajoute pas. C'est pas une interprétation de la beauté, ce qu'elle est et ceci et cela. Non, c'est inhérent à l'élan vital. C'est inhérent aux choses qui se présentent à nous. La beauté se présente à nous, à l'intérieur de nous, intrapsychique, et à l'extérieur de nous, dans les phénomènes, parce que la beauté, c'est l'essence du réel. Et le désir Eros est attiré par cette essence, ok, mais il ne voit pas qu'il est attiré par l'essence et il tombe amoureux des formes, de l'apparence, et il s'agglutine et il veut les avoir que pour lui-même. Et il use de la violence pour ça, bien sûr, hein. Mais c'est l'acte cognitif, en se comprenant nous-mêmes, bien sûr, ça commence par ça, que le sens de la beauté est donné au désir Eros. Ah, ce que tu cherches réellement, désir Eros, c'est la beauté en tant que telle, la beauté de la réalité ultime, non pas des belles choses uniquement. Et on va le voir pourquoi. Ok? Aveugle, il use de violence pour les acquérir et se les garder pour lui-même. Éclairé par l'acte cognitif, il est orienté vers la source des belles choses. La vitalité suit la courbe incurvée que lui procure le mental et lui offre son véritable objet de satisfaction. C'est ça l'objet de satisfaction. Parce que lorsque le désir Eros cherche un objet de satisfaction dans les belles choses qui se présentent, comme c'est éphémère, il les cherche constamment. Il n'est jamais rassasié. Hop, il mange, il est content, il trouve ça délicieux, beau dans le goût, agréable, il en veut encore. Encore, encore, jamais rassasié. Seul le plein le rassasie. Mais comme ça se vide, hein, système de nourriture, le plaisir, il en veut encore. Ça, c'est le point de vue alimentaire. Mais il y a du point de vue sexuel de la même manière, il y a du point de vue émotionnel de la même manière, acquisition des besoins, des objets, s'identifier aux objets, donc il veut acquérir d'autant plus d'objets pour s'identifier à eux. Il se dit, j'ai beaucoup, je suis riche, donc je suis plein, donc j'ai de la richesse, et cette richesse ne lui suffira jamais, et il désire davantage. Plus on est riche, plus on va être riche, et ainsi de suite. C'est le désir Eros qui se cache derrière cette vitalité de l'être humain. Et là, vous voyez le capitalisme humain à l'intérieur, hein, d'où ça vient tout ça. Ok? Donc, les belles choses ne lui suffisent pas. Ne lui suffisent pas parce qu'il n'est pas satisfait de ce qu'il a. Il veut davantage. Et grâce à l'acte cognitif, le connaître toi-même, on comprend que c'est l'essence de la beauté que le désir cherche. La vitalité suit la courbe incurvée. Ah, il y a un mouvement incurvé, incurvé, incurvé dans la vitalité. Okay. Et ce mouvement incurvé, c'est la sublimation verticale, orientation vers le haut, qui lui procure le mental et lui offre son véritable objet de satisfaction. Le mental peut se leurrer lui-même. Ah, maintenant, si le mental ne se connaît pas lui-même, la conscience, disons les choses comme ça, par manque de connaissance de lui-même, en adhérant lui aussi à la surface des phénomènes et être saisi par la beauté des belles choses qui l'attirent comme un aimant. Lui aussi, il peut se tromper parce qu'il ne se connaît pas lui-même. Comme il ne se connaît pas lui-même, bah, il est victime de son propre leurre, de son manque de connaissance, et il leurre son propre désir, et voilà, agglutiné sur la surface des phénomènes. Hein, c'est une dimension matérielle, psychique, spirituelle, et il y a des niveaux d'agglutinement, d'aimantation du désir et du mental par rapport aux belles choses qui se présentent. Ça peut être une belle chose matérielle, une belle chose psychologique, psychique donc, une belle chose spirituelle. Il y a une graduation d'agglutinement de la toile d'araignée, donc hein, de ce niveau de conscience. Là, vous avez des niveaux de conscience. Le voilà souffrir dans les bras des sensations que dégagent les belles choses, des sens aux émotions. Le mental souffre par l'incapacité de préserver la sensation de bonheur et de joie que lui procure le désir Eros. Ah, parce qu'il cherche le bonheur, la joie, la complétude, le plaisir, et comme tout est éphémère, il souffre. Le corps l'attire, il souffre car cet amour est éphémère. Ça ne dure pas. Le désir Eros veut quelque chose qui dure,
Ça ne dure pas, rien ne dure. Tout est à impermanence, comme dans le bouddhisme on dit. Ok? Et le mental fait la découverte de cette impermanence au fur et à mesure dans le connaître à toi-même. Hein. Les qualités de l'âme l'attirent, tout comme les belles choses. Il souffre car rien ne dure. Des pathologies se font jour lorsque le mental considère comme seul existant le monde phénoménal. Addiction, obsession, anxiété face à la mort, processus d'évitement dès que le sujet de la disparition, de la mort donc, est abordé, ou de la disparition, etc., etc. Je reviens un petit peu à vous. Là, vous comprenez quelque chose de très intéressant, je pense, et d'important sur cette psychologie de l'amour. Elle est centrale. Cette psychologie de l'amour, cette psychologie de la beauté est centrale dans l'activité humaine, ok? Centrale. Elle génère 1 milliard de choses, elle génère 1 milliard d'effets, et comme nous sommes une société qui ne prend pas en considération l'introspection suffisamment, mais que l'apparence, et à miser que sur l'apparence, voici où nous en sommes. Une société aveugle qui génère des conflits, de la souffrance, qui génère des guerres, qui génère de la jalousie, parce que chacun veut acquérir ce que l'autre a, jalousie, obsession, addiction, parce qu'on n'arrive pas à sublimer le désir éros, on n'arrive pas à orienter le regard vers l'intérieur. Le regard, non pas tourné vers l'extérieur, linéaire, mais le regard incurvé, courbé. Comme le désir, on commence à le courber. Il y a un mouvement incurvé, un mouvement de rétroaction. On revient vers soi. Donc le regard se convertit vers l'intériorité. Il ne regarde plus vers l'extérieur, mais il commence à regarder ce qui s'agite en soi. Et la même chose pour le désir, on commence à le comprendre, on voit ce qui l'anime et on commence à l'orienter vers l'intérieur. Mais disons pour cette énergie monumentale que nous avons à l'intérieur de nous pour éviter de la projeter constamment dehors et de l'introjecter constamment à l'intérieur d'une façon linéaire, dedans, dehors, dedans, dehors, dedans, dehors, comme ça va comme ça, c'est tout, linéaire dans les 4 directions de l'espace, eh bien on va basculer d'une manière verticale l'énergie et l'énergie va se sublimer, va s'affiner et va déployer d'autres qualités de matière psychique, de qualité psychique et affiner la conscience. La conscience va pouvoir comprendre cette activité-là et orienter. Et plus ça se met en place, plus on comprend ce qui s'agite en nous. Le plus important, c'est ce qui nous anime, ce qui s'agite en nous et pourquoi je parle, pourquoi je fais ça, quel est le rapport avec l'autre que j'ai constamment et pourquoi j'ai cette qualité du rapport relationnel. C'est-à-dire on ne pose plus la question dans cette sublimation du désir de «Oh, c'est la nature et c'est tout». Hein. Vous voyez, il y a la nature du mental, il y a la nature des émotions, il y a la nature du corps humain, c'est la nature des choses. Par contre, le comportement, ce n'est pas la nature des choses. C'est la dynamique, la caractéristique d'une façon de penser, d'un état de conscience. Comportement, la façon de parler, relation aux autres, de réfléchir, tout ceci est modulable, hein, et on peut le changer. On peut le changer. Il n'y a aucune caractéristique ou caractère humain qui est statique, cristallisé. On peut le changer parce que l'énergie interne peut le modifier. C'est le désir éros qui modifie ça. Ok, cette qualité-là. Bon, il y a le mental qui donne accès à ça également, hein, mais il faut bien saisir le sujet de cette vidéo. Continuons, continuons. Ok. L'espèce humaine est enfermée dans ses propres peurs. En ignorant l'objet même de son propre désir Eros, elle s'agglutine sur la surface des belles choses et fuit le reste. Oui, voilà, la peur de... la peur, gouvernée par la peur. Le désir Eros aussi est associé à la peur. La peur de la perte. Perdre ceci, perdre cela, et là on est au niveau émotionnel. Les émotions commencent à arriver. Bon, on va pas parler de ce qui est situé au niveau de la poitrine. On va se focaliser, c'est-à-dire les 3 aspects de l'être humain. On se focalise uniquement sur le désir éros et le mental. Hein. C'est 2 opposés. Continuons. La voie verticale
est aussi celle de la connaissance de soi. Là, vous le remarquez. Elle permet de saisir l'objet, le mouvement même du désir éros, donc la direction à prendre, sortir de la caverne. C'est le mental qui donne accès au désir éros, l'objet réel de son propre élan, la beauté avec un grand B, c'est-à-dire l'essence de toute chose. Non pas les phénomènes, non pas les objets, non pas l'apparence, mais ce qui se cache derrière ces choses-là. Il convient d'orienter le mouvement du désir éros vers la beauté, laquelle se situe par-delà le champ phénoménal. Le champ phénoménal, c'est le monde des apparences, le monde des apparitions. Les belles choses étant la manifestation de la beauté, l'univers n'est pas la source de ce que nous voyons. Si l'image du feu se loge au niveau ventral, l'image de la beauté se localise au niveau mental. La sortie de la caverne de Platon, parce qu'il s'agit de ça, donc de sublimation des désirs, voyez, la sublimation des désirs et la psychologie de l'amour, c'est la sortie de la caverne de Platon, conjugue connaissance de soi et l'acte de sublimation du désir éros. Voyez, et donc ça forme comme un vortex, comme vous voyez dans cette belle peinture là, d'art visionnaire. Hein. Ces deux peintures proviennent de peintres d'art visionnaire. Donc là, vous avez un système de connais-toi toi-même à travers un œil, et ça crée un vortex. Plus on se connaît, plus on rentre en soi, dans la profondeur. Ouais. On sort de la superficialité du monde des apparences, du monde des formes, du monde perceptible, vers le monde de l'essence, vers la source, le fondement, le principe de toute chose. Et la beauté est le principe du réel. La beauté est la source du réel. Et à l'image de droite, vous avez une très belle peinture qui montre la sortie de la caverne où il y a des personnes enfermées et à l'intérieur, vous avez comme une forme de lumière avec des cristaux. Vous voyez, et un faux semblant de la matière cristallisée, vous voyez, c'est de la lumière cristallisée, et vous avez des êtres à moitié avec des femmes portant des bébés, des autres regardant cette matière cristallisée, des cristaux, hein, et même des morts, des squelettes, et ils sont là attirés par les cristaux. C'est la lumière cristallisée, c'est la matière. Tout est cristallisé, c'est solidifié, vous voyez. Et la véritable lumière, elle est vortex, elle est lumineuse. Et il y a un seul homme qui est là, rempli de lumière, qui est seul, faisant face à la sortie de la caverne, et c'est un soleil à la fin. Vous voyez, le feu et le soleil. Très belle image. Je trouve cette image très parlante et très réelle. Ouais, c'est symbolique, et ce symbole est réel. La beauté contient les bonnes mesures. On parle mathématiques, géométrie, structure, le jeu des proportions, le jeu d'équilibre des formes et des couleurs, la texture de la matière, mathématiques et géométrie des formes, ordre et organisation. Dès que vous avez tout ça, vous avez le sentiment de beauté qui est là. Dès qu'il y a une belle proportion, oh comme c'est beau. Dès qu'il y a un équilibre des formes, c'est beau. Dès qu'il y a une harmonie des couleurs, c'est beau. Dès que la texture de la matière et nous fait sentir quelque chose dans le toucher de magnifique, on dit que c'est beau, c'est agréable. Agréable, le sentiment agréable fait partie de la beauté, ok? Dès qu'il y a des bonnes mesures, une bonne mesure de, disons, une bonne architectonique des formes, c'est beau, vous voyez? Donc il y a de l'ordre et de l'organisation, c'est beau. C'est ça qu'il faut voir. Ouais. C'est pour ça que quand vous regardez une étoile, c'est beau. C'est beau parce qu'il y a une structure, une géométrie des formes, une bonne mesure. Lorsque vous regardez un flocon de neige, c'est beau à cause de ça. Ok? La structure de l'organisation génère de la beauté. Et la beauté, c'est ordre et organisation. Traduisez ça pour vous-même, à l'intérieur de soi, dans la sublimation du désir. Dans cette structure intérieure qui commence à se faire jour, du désordre qui commence à mettre de l'ordre grâce au démiurge qui est le mental, la beauté apparaît. La beauté du langage, du comportement, l'esthétisme commence à se faire jour, la poésie intérieure commence à apparaître, l'art commence à se déployer et on se dit c'est beau. C'est beau. C'est ainsi que plus on sublime le désir éros, plus on découvre
un côté esthétique en soi. On commence à tomber amoureux de l'esthétisme. On est beaucoup plus poète, beaucoup plus fin dans l'esprit. Oui, ça vient de là. C'est de l'ordre et de l'organisation inhérent à la beauté intérieure. Puisque l'univers est le dépliement, c'est important, dépliement, pas déploiement, ça se déplie. La beauté est impliée, c'est-à-dire condensée en un point, c'est l'essence de toute chose, et lorsqu'elle va se déplier, hein, l'univers apparaît, et la structure géométrique, mathématique, arithmétique de l'univers commence à se mettre en place, le jeu des formes, des mesures, des proportions d'équilibre, texture, matière, atomique, chimie, tout ça va jouer dans une orchestration magnifique du cosmos, et on en fait partie de la beauté, de la mise en forme de la beauté, de l'apparition de la beauté. C'est un dépliement de la beauté. Bon, donc de l'intelligence. L'intelligence met de l'ordre et elle se déplie dans cet ordonnancement du monde, dans cette organisation du monde, en se dévoilant, et elle se dévoile à travers les beautés des choses. Vous voyez, elle est beauté, l'intelligence, c'est l'intelligence vénustée. Donc, puisque l'univers est le dépliement de la beauté, localisé au niveau de l'ultime réalité, lorsqu'elle se déploie, elle apparaît en toute chose. D'une en essence et sans scission, la voici devenir multiple en forme. La beauté est la radiance de l'intelligence cosmique. Chaque belle chose par laquelle nous sommes attirés possède l'essence de la beauté. Feu, beauté et intelligence sont unis au niveau de la réalité ultime, mais ils se disloquent en plusieurs parcelles éparses à mesure que, oh, j'ai fait une petite faute, que l'univers se déploie. La beauté devient perceptible parce que l'intelligence sublime son propre feu. Vous voyez, l'acte créatif de l'intelligence dans le cosmos, hein, se retrouve en soi parce que nous réitérons le même processus, le même schéma. Il n'y a qu'un seul schéma, et c'est la cosmogonie qui nous le montre. Tout être humain qui sublime son propre feu, acte cognitif donc, passe du désordre intrapsychique à l'organisation de ses propres données qu'il contient à l'intérieur, qui sont non organisées, et là il va commencer à les organiser, et dévoile sa propre beauté par la même occasion. Toute mise en ordre génère de la beauté. C'est inhérent. Donc la beauté, c'est l'essence du réel, intérieur et extérieur. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas deux intelligences, celle du dedans à l'intérieur de nous qui organise tout ça et celle du dehors. Il n'y en a qu'une. De l'homme fragmenté en conscience à l'homme réunifié en conscience. Vous voyez. Toute activité, tout mouvement, qu'elle soit de nature matérielle, donc chimique et atomique, psychique, émotion et désir, ou mentale, suit la règle de distribution tripartite des données. On va voir la structure de l'organisation, hein, de ce que l'on vient de décrire. Il y a l'incurvation, vous avez du mouvement vertical, c'est incurvé. Et là, on va voir une structure d'organisation dans ce mouvement incurvé. Il y a d'un côté la polarité positive, c'est une charge, on ne parle pas de morale, hein, c'est positif ou négatif, on parle pas de morale, mais on parle de charge. De l'autre côté de la polarité négative, c'est la charge, et entre les deux, la résultante, hein, l'interaction des deux, soit la réalité vécue et perçue ou la forme perceptible. C'est ainsi que le triangle équilatéral devient symbole du réel entier. Et je vais vous le montrer. Alors, je vais le montrer dans d'autres vidéos. Là, je fais une synthèse pour que tout ceci puisse être, disons, conscientisé et voir que la géométrie est importante. Hein. Nul n'entre dans ce lieu sacré, comme disaient les néoplatoniciens, s'il n'est géomètre. Ok, voyons ça. Ok, triangle équilatéral, triangle équilatéral. Positif, négatif, état, forme. Très bien. Vous voyez bien, c'est ce qu'on vient de dire. On continue. Royaume atomique. Les atomes fonctionnent de cette manière-là, toujours triadique.
hein. Il y a toujours un positif, un négatif, un état des formes, et ça crée justement cette stabilité dynamique. C'est en mouvement, mais toujours triadique. Parce que le 1, 2, 3, dans la rythmique même musicale, crée la ronde, le cycle, hein, la cyclicité, le mouvement rotatif, la giration circulaire. 1, 2, 3, ce qu'on appelle la valse, c'est toujours une danse fondée sur un triangle équilatéral à 3 temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là, vous avez le positif, le négatif et l'état ou la forme stabilisée qui est en dynamique, c'est-à-dire en mouvement. Activateur, inhibiteur, état, forme. Et vous avez toute l'activité chimique. Donc du royaume atomique au royaume chimique, c'est la même structure. Triangle équilatéral. Distribution des données. Ça se passe comme ça. Continuons. Premier triangle. Deuxième triangle. Ah, le désirant, le désiré et le désir. Donc le sujet, l'objet et le désir en tant que tel. Vous voyez, triadique. La dimension psychique. Ah, tiens donc, le désir fonctionne par un triangle équilatéral. Amant, l'aimer et l'amour. Ah, la dimension psychique fonctionne toujours sur cette dimension triadique. Et vous regardez toute l'activité, la distribution des données intrapsychiques et extérieures, atomiques, chimiques, donc toute la matière, fonctionne selon cette règle. C'est le triangle équilatéral. Continuons. Oh, un autre triangle. Oh, un autre triangle. Intellect, intelligé et l'intelligence. Vous voyez, l'intellect, le sujet, l'intelligé, le sujet compris ou perçu, vous voyez, et l'intelligence, l'activité en tant que telle. Vous voyez, même là, ça marche par trois. Et c'est le mental, l'activité noétique est triangle équilatéral, est une activité qui possède une structure. Le réel peut être symbolisé par le triangle équilatéral. J'espère que là, c'est plus clair. Et maintenant, comme c'est un mouvement, eh bien, j'ai trouvé ce triangle-là qui est très sympathique pour montrer la dynamique de ce triangle équilatéral. Tout est en dynamique circulaire, en mouvement, c'est pas statique. Il y a donc une seule et même structure d'énergie derrière chaque phénomène, de la pensée aux galaxies. Notez bien ceci, nul n'entre dans ce lieu s'il n'est géomètre. Ok? Si nous sommes focalisés vers la chimie, nous ne voyons pas ça. Si nous sommes focalisés vers l'atome, nous ne voyons pas ça. Vers l'activité psychique, nous ne voyons pas ça. Parce que nous sommes focalisés sur une fenêtre du réel. Mais lorsque nous regardons l'ensemble, nous voyons qu'il n'y a qu'une seule activité similaire. Cette activité, c'est de l'énergie qui commence à se structurer. Elle structure des données d'une manière triadique, comme je viens de vous le montrer. Et cette structure en triade, on pourrait l'appeler la triade sacrée, comme Guénon l'a appelé. Cette structure triade, c'est de l'énergie qui se distribue en trois facettes. Vous voyez, comme on dit, il y a le positif, le négatif, et le second qui est le point d'équilibre, qui n'est pas le neutre. C'est pas neutre, c'est le point d'équilibre. Le point d'équilibre, cet état, cette forme, elle est en dynamique, en changement constant. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, le positif est en interaction avec le négatif et l'intensité de l'interaction change, l'information va changer. La densité va moduler d'une autre manière le triangle, donc la forme va changer. Donc le triangle peut se rétrécir ou s'agrandir, mais il restera le triangle équilatéral. Voyez, vous avez ici à travers le triangle la structure du réel, symbolisée à travers le triangle équilatéral. Maintenant, regardez ceci. Nous allons recosmiser l'homme grâce à ceci. Platon nomme l'activité circulaire que nous venons de voir, le triangle équilatéral, en trois séquences, ousia. C'est dans ces textes, hein. C'est
Socrate qui parlait ça. Ousia, c'est l'essence. Or, nous avons parlé de la beauté tout à l'heure. La beauté est triadique également. L'amour, le désir est triadique. Tout fonctionne de cette manière-là. Et ainsi, ousia, c'est l'activité triadique du réel. Toute l'activité du réel se résume par ousia, l'essence. Quelle est l'essence du réel? Triadique, triangulaire, 3 points. C'est l'activité même du démiurge cosmique. L'activité mentale du démiurge est triadique et déploie, maintenant écoutez bien, déploie et déplie dans l'univers le schéma fractal du triangle équilatéral qu'il possède en lui-même. C'est ainsi que nous retrouvons partout dans le cosmos et en nous-mêmes cette activité-là. L'ousia présente partout. L'essence est présente partout, mais elle change de couleur. Alors là, vous allez comprendre l'objet même de la recosmisation de l'être humain et du désir éros et de l'amour. L'activité de l'ousia, donc de l'essence, ok, triadique, c'est l'activité mentale du démiurge. Cette activité va se déployer et déplier à travers toute la structure de l'univers d'une manière à être perceptible, donc toujours triangulaire, dans chaque niveau du réel. Atomique, chimique, matériel solide, cristallisé donc, ok, les plantes, les animaux, l'espèce humaine, hein, tout ça c'est le triade. Tout est triangle organisé selon cette structure avec l'essence de la beauté. Ordre, beauté sont indissociables. Et nous retrouvons ça partout. Maintenant, nous-mêmes, lorsque nous faisons ça, nous découvrons lors de la sublimation le triade se mettre en place. Le désir, le désirant et le désiré. Vous l'avez vu. Ah, l'amour, l'amant et l'aimé. Ah, le mental, intellect, intelligé et intelligible. Ou l'intelligence, si vous voulez. Hop. Ah, d'accord, tout ceci structure et met de l'ordre, de l'organisation, du mouvement dynamique incurvé dans l'incurvation et la beauté se met en place. Et là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une forme géométrique qui structure toutes les subtilités des apparences. C'est ce qu'on va appeler l'identique, le même dans le langage platonicien, l'invariable, l'éternité, qui se déploie dans le mouvement temporel ou spatio-temporel. Et donc dans ce mouvement spatio-temporel, il y a toujours l'invariant, le triangle équilatéral, qui module toutes les variations de présence de cet invariant. Donc toute la multiplicité du monde phénoménal, tout ce qui est présent devant nous, est multiplicité de formes, de textures, de sensations et d'émotions, se cache l'invariable, se cache ce que Platon appelle le même. Le variable, cette apparition de formes multiples, s'appelle l'autre pour Platon. Le même, l'invariable, et l'autre, le variable. Le triangle équilatéral, qui ne change jamais, ok, l'éternité, qui se module en spatio-temporalisation temporelle, si vous voulez, pour prendre une forme, et là, on voit l'apparence. Et le désir éros cherche l'invariant. Le désir éros cherche cette chose-là qui anime toute chose, le même. Il cherche la beauté, l'essence, ousia, cherche l'ousia. Vous comprenez? Donc ce que nous recherchons au quotidien, c'est l'ousia, l'essence des choses. L'invariant, l'invariabilité, le même, la structure identique. Et c'est divin, parce que ça découle du démiurge, tout ça. Parce que dans la matière, dans ce mouvement-là, tout est métamorphose, transformation, changement de forme, instabilité, hein, instabilité, mais dans une dynamique stable. Si je suis présent, c'est parce qu'il y a une stabilité dans ma forme, y compris pour les livres, y compris pour tout ce que vous voyez, mais il y a de l'agitation dedans. Et cette agitation crée de la transformation constante des matériaux intérieurs, des éléments de chimique, de la modulation atomique, de l'énergie, de la déperdition, de l'acquisition, et ainsi de suite. Dynamique, stable.
Ok? C'est l'état de la forme, à part l'activité de la polarité interne. Donc là, vous avez l'image. C'est triade. Dans ce mouvement triadique, c'est l'ousia qui donne l'activité à toute chose dans l'univers. C'est le mental du démiurge qui donne l'activité à toute chose. Moi, intérieurement, il y a quelque chose en moi qui déploie, je parle de moi, c'est pour l'exemple, qui déploie en toute chose l'ousia et devient perceptible, chimique, organique, atomique, psychologique, comportement et ainsi de suite. J'espère que c'est clair. Hein. Si c'est pas clair, laissez-les comme. Je sais que c'est délicat, c'est subtil. On va essayer de le faire quand même. Ousia est l'unité cachée derrière la matière. Celle qui génère le mouvement même du réel est dissimulée derrière chaque phénomène. C'est l'invariant, l'éternité. Comprenez bien. Hein, c'est le par-delà l'espace-temps. On est en train de parler du par-delà l'espace-temps. Il existe et il est perceptible à travers le triangle équilatéral, de l'activité même dans l'observation du monde phénoménal. Le monde phénoménal est donc le témoin de l'éternité. Et donc, euh, la perception tangible de quelque chose qui est invariant. D'accord? C'est le savoir observer. Pas besoin de théoriser. Ça existe ou pas, on fait des hypothèses. On observe le réel et on découvre la structure du réel. Et cette structure du réel est signifiante, significative, parce qu'elle possède un mouvement significatif par lui-même. J'en ai parlé tout à l'heure, la matière était signifiante, et on y est. On commence à toucher du doigt ce que j'essaye de montrer depuis tout à l'heure. Donc, l'ousia façonne toute l'activité du réel, du physique au cognitif, du tournoiement des galaxies à la croissance des plantes, des atomes à l'activité cognitive. Tout est impulsion d'une seule et même énergie en mouvement. Les trois séquences, le triangle équilatéral. La naissance du plaisir, du désir, des émotions et de l'ensemble de notre constitution intérieure a été façonnée par la même loi que celle qui a configuré les éléments de la matière de l'univers. Voici l'homme réunifié, voici l'homme recosmisé. Hein. Nous sommes faits de la même étoffe que les matériaux de l'univers et nous sommes le fruit de la même impulsion, du même mouvement, de la même énergie. En regardant une galaxie tournoyer, nous observons aussi notre propre activité mentale qui épouse ce même mouvement. C'est la raison pour laquelle tout est mouvement giratoire dans l'univers. Peut-être vous vous posez la question, mais pourquoi tout est circulaire? Pourquoi tout bouge dans l'univers? Pourquoi tout est cercle, circulaire, mouvement? Ok? C'est l'ousia. C'est l'ousia qui est à l'origine de tout ça. Et pourquoi tout est beauté? Parce que l'ordre est beauté. On perçoit l'essence des choses à travers les phénomènes parce que ousia est beauté. Nous sommes la beauté. L'univers est beauté. Faut bien s'entendre. C'est la raison pour laquelle tout est mouvement giratoire dans l'univers, boucle rétroactive, l'information émise revient à la source. Donc un émetteur, un récepteur et l'information, vous le comprenez maintenant, triadique, ok? C'est cercle, cycle, tournoiement, vortex, etc. Voici l'origine de la mathématique de l'univers, l'origine de la géométrisation de l'univers. Ok? La spirale de Fibonacci n'est pas très loin, moi je vous le dis. Hein. L'univers épouse le mouvement même du triangle équilatéral, puisque l'énergie information revient toujours à son point de départ, et cette activité se retrouve sur toute l'échelle du réel. Univers fractal. C'est clair, là, je pense que l'univers est fractal. Nous sommes un être fractal, multidimensionnel, comme l'univers. Et ça fonctionne par rapport à ça parce que c'est la logique même du mouvement giratoire du démiurge. C'est la sublimation de son propre désir, de l'ousia, qui va produire ce mouvement de multidimension. C'est par la sublimation du feu. Ça produit ces strates du réel.
Ce n'est pas l'univers qui s'observe lui-même, comme disent certains physiciens ou matérialistes, mais l'intelligence vénustée, l'ousia, l'ousia, l'essence. C'est l'intelligence vénustée qui s'observe elle-même à travers le mouvement même de sa propre ousia, de sa propre essence. Tout comme l'être humain se voit réitérer l'opération par le mouvement incurvé de son propre désir éros. L'univers a donc bien du sens, tout comme le désir éros, dont nous découvrons son mouvement incurvé. Et ce mouvement incurvé est inhérent au désir éros. Il s'est simplement perdu, parce que le mental n'a pas été formalisé comme il se doit, le cognitif ne lui a pas donné la mesure qu'il se doit, et il est désorienté, désorganisé. Hein. Donc on va sublimer le désir éros, mouvement incurvé pour qu'il retrouve la beauté qu'il cherche. Regardez bien ce que ça donne. Ok? Donc le désir incurvé vers la beauté. On avait dit que le mental, c'était la beauté. Et que le désir, éros, hein, c'était l'amour. L'amour cherche la beauté. Et c'est le mental qui va lui donner l'image, l'essence, l'ousia de ce qu'il recherche, parce que lui ne peut pas le voir. Hein. Et comme c'est inhérent au mouvement mental et inhérent au mouvement du désir éros, eh bien le mouvement incurvé retrouve sa véritable nature et sa véritable essence. Et quand on découvre ça, il y a un sentiment de complétude sans fin qui se met en place, un sentiment de d'extase ou d'instase, c'est comme vous voulez, qui se met en place et on découvre un sentiment de joie non descriptible par des sens ordinaires, ce qu'on décrit par la joie ou la beauté. Il y a un sentiment de, de nouveauté. Et ce sentiment de nouveauté par l'expérience intérieure, donc là on est dans une expérience spirituelle, cette expérience spirituelle va dégager de la beauté, de l'extase, de la joie, un désir, un amour différent que l'on connaît. Mais tout ceci, c'est la sublimation du désir. Vous voyez? Et grâce à ça, grâce à ces strates, ce ne sont plus ces apparences que l'on recherche, l'émotion, la joie, le désir. On découvre qu'il y a encore quelque chose de plus profond, le vortex, encore plus loin, le triangle, hop, 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 pour retrouver l'essence de toute chose. Et on découvre l'origine, la source de tous ces mouvements-là, de l'ousia. Vous voyez un petit peu? Donc, le mouvement incurvé, c'est un mouvement cyclique, un mouvement de boucle rétroactive. L'information devient consciente. Ah, mon désir en est là, mon désir cherche ça, je suis encore accaparé par ça, et on va chercher à sublimer ce désir davantage, et puis on va l'affiner. Boucle rétroactive. L'information revient toujours au point de départ, mais elle peut être sublimée, sinon on reste prisonnier de la caverne. Vous voyez? J'espère que c'est clair. Sinon, commentaire. On continue. Ok. L'univers a donc bien du sens, tout comme le désir éros dont nous découvrons son mouvement incurvé. La réflexion humaine est mouvement incurvé. C'est ousia, c'est le mouvement de boucle rétroactive. Ok? Regard qui revient à son point de départ. C'est naturel. C'est naturel. Alors pourquoi la conscience dans ces cas-là est apparue sur Terre? Parce que c'est ousia. Elle est présente dans la nature, elle est présente dans le cosmos, et elle génère des consciences partout dans l'univers. Donc l'ousia génère, ou sème, si on pourrait dire, des consciences partout dans le multivers, dans l'univers, parce que l'univers produit ce mouvement de rétroaction de la boucle. L'information revient toujours à son point de départ. C'est ainsi que tout est tournoiement, cycle, mouvement, transformation, métamorphose, et derrière se cache l'invariable, l'invariant, l'éternité. L'éternité ne produit le mouvement, mais le mouvement ne peut pas exister sans l'éternité, sans l'invariation. Ok? Et là, vous comprenez, le,
la multiplicité des phénomènes, le monde phénoménal est mu par l'activité de l'ousia du démiurge, hein, et il reste identique à lui-même, le démiurge. Rien ne se meut. Il est identique à lui-même. C'est une idée fixe qu'il a en lui, c'est la beauté. Il est fixé sur l'idée de beauté, vous voyez, et il produit dans l'univers cette image-là par fractal, tac, 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 tac. Vous voyez, il produit par des jets lumineux toute cette image-là et il produit toute cette réalité par Ousia. Et elle se reflète partout. L'invariant est présent partout, mais on ne le voit pas. Et là, vous comprenez quelque chose de très subtil du point de vue de la connaissance de soi. Le démiurge est toujours présent, est toujours là. C'est la présence même de toute chose. C'est l'invariant qui se cache derrière toute chose. C'est ce mens, c'est cette cognitivité du démiurge. Et en produisant par impulsion, mais supraluminique, hein, donc, qui dépasse la vitesse de la lumière, moi, hein, qui produit par impulsion supraluminique, un aller-retour comme ça de production de la lumière, hein, du mental, qui produit ça, le mouvement apparaît, et ce mouvement, c'est le mouvement du temps. Et ce mouvement qui va apparaître, ce qu'il y a, eh bien, des triangles partout, hop, 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 super, magnifique. L'ousia apparaît, structure, manifeste, déploie, très bien, tout. Vous voyez bien hein, que cette image-là, j'espère que c'est un peu clair pour vous. La multiplicité des phénomènes, le monde de la matière, ne peut pas exister sans l'invariant. Sans le même dans le langage platonicien. Le même, l'invariant, structure et permet d'organiser tout le monde de la création. Traduction, la matière ne peut pas exister par elle-même, le mouvement ne peut pas exister par lui-même, nous ne pouvons pas exister par nous-mêmes, rien n'existe par lui-même, puisque tout est sous-tendu et soutenu par l'invariant qui est caché et dissimulé derrière le royaume des apparences de ce mouvement, la métamorphose de la nature. Vous voyez, là, c'est une démonstration, c'est pas on cherche à prouver, c'est une démonstration de notre incapacité à observer ce qui est là, et nous ne voyons pas l'invariant qui module toutes les variations possibles. Nous ne voyons pas la chose identique à elle-même, l'éternité, qui se dissimule derrière chaque phénomène hein, qui est de la différence, de la diversité, de la multiplicité. Et on s'est dit, mais il est où Dieu? Ou il est où elle est où cette divinité dont on me parle constamment? Partout, nulle part. En toi et même pas en toi. Tu es cette chose-là sans être cette chose-là. C'est le paradoxe. Ok. Ah, apprenons à voir correctement et nous découvrons cette réalité qui est, comment je pourrais dire ça? Implacable. C'est le seul mot qui me vient. Une réalité implacable. Implacable. La divinité est présente partout et on peut l'observer dans le royaume phénoménal. Pas besoin de théorie. Observons. Ok? Continuons notre lecture. Vous voyez, on a recosmisé l'homme là. Hein? Vous voyez? Ok. De l'homme fragmenté, uniquement focalisé sur ses propres affaires, à l'homme cosmique et réunifié. Le désir éros est la forme chez les êtres vivants de la fertilisation, de la puissance fécondatrice de l'univers produit par l'intelligence vénustée. C'est ça le désir éros dans l'univers, c'est la fertilisation de l'univers, la fécondation de l'univers, la production de la génération. Il génère l'univers par la puissance même de son feu. L'intelligence génère l'univers par l'intelligence même de son feu, sa force vitale. Donc, le désir éros, étant donné que c'est la force vitale, comme on l'a vu précédemment, que l'on retrouve dans les végétaux et dans les animaux, là, on le retrouve dans le cosmos. C'est la force vitale du cosmos. Le désir Eros et Ying est le chi cosmique. C'est le ruh hein, dans les textes arabes ou chez les musulmans. C'est le ru'ah pour les hébreux. C'est le prana, ok, devenu perceptible.
hein, parce qu'on le vit au quotidien, on le ressent, le désir Eros. Il est perceptible, il est sensible, il est cristallisé. Par des exercices appropriés, nous pouvons augmenter l'intensité de cette énergie et capter le chi cosmique. Il nous permet de déplier les dimensions impliées. C'est toute l'activité du tai chi, du qigong, du pranayama, du yoga, enfin l'exercice des arts martiaux d'une manière générale, quand ils sont appliqués de cette façon-là. Des voies initiatiques dans le soufisme, des voies initiatiques dans la Kabbale. Je pense à la Kabbale estatique de Aboulafia, Abraham Aboulafia. Et ainsi de suite. Dans l'activité aussi chez les Béguines qui existait dans le monde chrétien et qui existe aussi chez les théosophes, dans les voies initiatiques des sociétés secrètes. Tout le monde perçoit cette chose-là. C'est le chi cosmique qui transite dans notre ventre. Ici, le mouvement rotatif du cosmos, hein, est capté. Le chi est rotatif et il est capté. Il peut être emmagasiné, augmenter et enrichir notre capital psychique et spirituel. Il y a de la connaissance qui est véhiculée à l'intérieur, de l'information du cosmos. À vous de voir si ça vous intéresse d'y aller. Nous avons conscience uniquement de ce qui nous stimule. Maintenant, je veux présenter le triangle équilatéral selon un aspect beaucoup plus subtil par rapport à ça, par rapport à ce que nous venons de montrer. Nous avons conscience uniquement de ce que nous stimule. La réalité perçue est une sélection de données dans l'océan informationnel. La conscience et son contenu psychique résultent d'une interaction avec l'environnement. Elle est apparue en ce monde par l'activation des milliards de stimulés. Donc nous avons conscience uniquement des données que nous avons accumulées au cours du temps et pris conscience de leur existence au cours du temps. Le reste nous est pas perceptible, est muet, n'existe pas. Donc nous voyons que la réalité, disons, stimulée au cours des millénaires, au cours des milliards d'années, par notre activité entre relation, sujet, objet et la réalité. Comprenez bien. Là, je vous fais un autre triangle. Ok. Réalité intérieure, c'est le dedans. Réalité extérieure, c'est le dehors. Et la réalité perçue, c'est la résultante. Ce que je vois est le résultat de cette stimulation du dedans-dehors, de cette activité positive-négative, et ce dont j'ai conscience n'est que la résultante de ça, le triangle. Je ne peux pas échapper à cette équation. J'ai conscience uniquement de ce qui m'a été stimulé. Et de ce qui me stimule, c'est ce dont j'ai pris conscience. S'il y a quelque chose qui stimule, mais j'en ai pas conscience, ça n'existe pas pour moi. Le jour où cette chose stimulée, ou cette chose qui me stimule, je commence à en prendre conscience, je commence à prendre existence de ça et ça existe en moi. Vous voyez, le triangle équilatéral. Qu'est-ce que cela signifie? Après, je vous montre les autres diapos. Hein. Cela veut dire tout simplement, Lusia, hein, comme vous le voyez, cela veut dire je ne peux pas échapper à ce que je perçois. J'ai conscience uniquement de la réalité que je perçois. C'est très profond comme pensée, mais cela sous-entend qu'une autre créature, qu'un autre organisme, que d'autres êtres vivants, formés comme moi, comme nous, ou vivant dans d'autres planètes et galaxies, voire dans d'autres dimensions, sont stimulés et peuvent être stimulés par d'autres informations qui donnent une conscience différente de la réalité et ils peuvent percevoir quelque chose de la réalité que je ne peux pas avoir conscience du point de vue évolutif. Parce que du point de vue évolutif, j'en ai pas eu besoin ou l'occasion de le faire. Donc d'une manière organique, ils perçoivent des choses que je ne perçois pas. Okay, les animaux fonctionnent de cette manière-là. Certains entendent des ultrasons, d'autres de l'ultraviolet. Eh bien, c'est la même chose partout dans l'univers. Mais on parle de multidimensions, donc on pourrait percevoir des multidimensions également. Et maintenant, du point de vue spirituel, c'est la même chose. Je pourrais être stimulé par des choses subtiles
qui existerait dans ma conscience, mais n'existerait pas dans la conscience d'une autre personne, qui n'a pas été perçue par elle parce qu'elle n'a pas été stimulée par ceci. Donc il y a des réalités de conscience rien que par ça. Donc, je reste prisonnier de ce que je perçois et je dois considérer qu'il existe une infinité de perceptions de la réalité puisque le réel est un fond noir. Le cosmos, l'univers est un fond noir. L'information est infinie, non organisée, désorganisée, et l'organisation de ce fond noir commence à se mettre en place dès lors qu'un cognitif commence à l'observer ou un désir éros se met en place. L'organisation triadique de l'information arrive et la structure arrive et sélectionne des données dans cette infinitude des données. Et donc, c'est une sélection des données infinies dans le vacuum. Hop, et j'observe quelque chose. Il n'y a rien, vide, et je crée une réalité qui peut être superposée à une réalité objective par rapport à moi. Et cette réalité-là, et même cette réalité objective est une sélection de ce qu'il y a réellement en tant que potentiel. Ok. Et donc, je suis prisonnier de ma propre perception. Je peux changer de perception lors de mes expériences psychologiques ou expériences spirituelles. Donc, et au bout d'un moment, je découvre, mais je suis toujours prisonnier, enfin, je suis toujours dans l'ousia. Quoi que je fasse, je ne peux pas y échapper. Je peux saisir intellectuellement qu'il y a d'autres expériences complètement différentes par rapport à moi. Au point de vue de la nature, ça existe. Au point de vue du cosmos, comme je vous l'ai signalé, intraterrestre, extraterrestre, extradimensionnel, peu importe, ces êtres-là, ça existe. Donc je dois être ouvert à des réalités différentes de moi, parce que c'est comme ça que l'ousia fonctionne. Ce qui signifie en plus que, est-il possible de sortir de l'activité de l'ousia, de l'activité de perception, et l'activité de contemplation immédiate de ce que je vois? Il est possible de percevoir l'immédiateté de toute chose, de toutes les réalités perçues par chaque organisme et être existant dans le multivers d'une manière immédiate lorsque j'ai atteint le point de jonction des opposés qui est le mens ou le cognitif du démiurge lui-même. Ce qu'il voit, c'est l'immédiateté de toutes les perceptions du multivers de chaque créature vivante. Il perçoit tout ça parce que tout est présent dans sa cognitivité originelle de l'activité de son ousia, puisque c'est la source de toutes les autres. Donc lorsque moi-même, je pénètre en moi-même, plus de profondeur, je sors de ma propre perception et j'élargis mon champ de perception, ok, je découvre de plus en plus de réalités superposées. Et en plus, je découvre qu'au point de jonction, je peux percevoir tout en même temps et je suis situé partout en même temps. À vous de méditer ce que cela signifie. Ok? Ouais. Bon, continuons. Vous voyez bien que c'est l'unité cachée derrière la multiplicité. Hein. Ah, le retour du triangle. Ah, maintenant vous savez ce que c'est. Nous ne pouvons échapper à l'activité de l'ousia de l'intelligence vénustée. Être conscient signifie être simultanément manifesté avec les phénomènes qui nous entourent. Nous changeons de point de vue de l'évolution grâce à ça. Juste par rapport à ça. C'est-à-dire que toute conscience est conscience de quelque chose, d'accord? Parce que la chose perçue a stimulé quelque chose en moi, mon désir, ma curiosité, une activité chimique, et a été attiré par ça et a donné conscience de cette existence de ça. Et l'activité triadique se met en marche. Donc, en fin de compte, nous coévoluons avec l'environnement, nous modifions l'environnement autant que l'environnement nous modifie, et il y a coévolution de la conscience avec l'environnement. Immédiate ou lointaine. Hein. Donc, nous changeons de paradigme également du point de vue de l'évolution. Il n'y a pas de briques élémentaires, il y a simultanéité apparitionnelle, je suis en train de lire là, entre la conscience et les phénomènes.
coévolution. On n'est pas posé là dans un espace observable qui est différent de nous et objectivement séparé de nous. Nous observons, je relis, ce dont nous sommes déjà porteurs. Le désir Eros cherche sa bien-aimée partout et en tous sens. C'est le connais-toi toi-même qui lui offre l'objet perdu de sa quête amoureuse. Ok? Donc, revenons à cette coévolution, changement de paradigme. Alors, prenons le cas de ça, c'est un objet, j'ai bu, hein, c'est pour ça que c'est là, un objet qui est censé être posé là dans l'espace, indépendamment de l'environnement, et cet objet, appelez-le une plante ou un animal, il a évolué dans un espace quadridimensionnel, hein, les trois dimensions de l'espace et la temporalité, quadridimensionnel, et dans cet espace quadridimensionnel, il a évolué dans cet espace. Non, non, il a co-évolué dans l'espace quadridimensionnel, ok? Ou dans cette dimension-là. Co-évolution de l'environnement avec l'objet, et l'objet coévolue avec l'environnement. C'est ainsi qu'il épouse du point de vue organiquement, chimiquement, physiologie donc, physiologiquement, chimiquement, du point de vue structurel, cognitif, psychologie, il épouse son environnement. Il est à l'image de son environnement. Et tout ce qu'il est le reflet de son environnement, puisqu'il ne s'est pas adapté à son environnement, il a coévolué avec l'environnement, et l'adaptation est secondaire. C'est des modifications secondaires par rapport à une évolution dynamique. Vous voyez? Donc là, on change complètement le paradigme. Nous n'avons pas évolué à côté de l'environnement. Nous sommes coparticipatifs, coévolutifs avec l'environnement de la matière. Et nous sommes simultanément apparus avec la matière. Ça change la donne. C'est triadique. Nous ne pouvons pas échapper à Elousia, même du point de vue évolutif. Chimie. Chimie extérieure, chimie organique, chimie extérieure, coévolution, échange constant. Atome, atome extérieur, échange constant, coévolution. Structure, structure extérieure, coévolution. Nous sommes structurés à l'image du cosmos. Et là, nous changeons complètement de paradigme. Il faut bien le saisir. C'est une nouvelle façon de concevoir la biologie. C'est la phénoménologie, la biologie évolutive. Hein. C'est la phénoménologie. Continuons notre lecture. Tout ce qui est... Ah, excusez-moi, je me suis trompé. Tout ce qui existe est amour. Et le désir Eros cherche désespérément à retrouver et à s'unir à la beauté divine, l'essence de l'univers et de notre propre existence. J'étais mort, vivant me voici. J'étais larme, ris me voici. Arriva le bonheur d'amour, bonheur éternel me voici. Rumi, poète persan. Et voici ce qu'est l'amour, et voici ce que le désir Eros cherche, la beauté de l'essence de notre être. Nous sommes une pure beauté. L'essence de l'univers est pure beauté. Il y a une intelligence qui organise tout ceci, tout cela. En moi-même et à l'extérieur, et elle se dissimule derrière toute l'activité du monde phénoménal, derrière toutes ces manifestations, ces apparitions, ces formes, ces textures, ce que Platon appelle l'autre, ce que nous on appelle la multiplicité, il y a l'identique, l'invariant, hein, l'invariant, c'est-à-dire l'intelligence vénustée, emplie d'amour et emplie d'une beauté incroyable. On a bientôt terminé. L'univers se structure depuis une toile sombre, le vacuum, empli de puissance incommensurable, infinie et non organisée. L'ousia de l'intelligence déploie dans le vacuum des données, organisées de manière tripartite. Le fameux triangle équilatéral. Le mouvement circulaire apparaît et dont la beauté sert de mesure à tout ce qui existe. Les phénomènes coévoluent dans un système d'interconnexion dynamique. Il n'existe pas d'objet évoluant séparément des autres et posé là dans un espace objectif. Tous les êtres vivants coévoluent ensemble dans un écosystème. Okay. L'écosystème est une simultanéité des
coévolutive des êtres qui y habitent et qui y résident. Et l'environnement de cet écosystème se change et se module selon l'interaction de ces espèces qui est module. Et il y a une dynamique intérieure entre espèces, intra-espèces, entre espèces, d'accord, et avec l'environnement. Ok? Donc, et c'est pas posé là au hasard dans un espace quadridimensionnel extérieur à nous. Non, même l'environnement est le fruit d'une donnée organisée selon une tripartition des données, bien sûr, et qui est sortie hein, de cette toile sombre, de ce vacuum, parce qu'il y avait du sens derrière tout ça. Tout est signifiant, tout est signification, parce que le fait qu'il y ait de l'ordre est mise en activité de la stimulation par l'organisme hein, ou par la nature, c'est parce qu'il y a du sens à donner de l'ordre à ça. Donc le signifiant est inhérent à la vie, le signifiant est inhérent à la structure de l'organisation et inhérent à la modulation et au mouvement même des choses. La conscience a été stimulée, comme je l'ai signalé, par des milliards de stimuli, donc la conscience est en elle-même sens et porte son propre sens, mais nous ne voyons pas cette chose-là. Pas besoin de surajouter du sens. La conscience est porteur de sens. Le mouvement est du sens. Organisme, pareil. Nature, pareil. Donc, la phénoménologie est une herméneutique du regard. On regarde l'univers comme étant porteur de sens, donc signifiant et signifiance, parce que c'est le mouvement même de l'ousia. Il n'existe pas d'objet, là je relis, il n'existe pas d'objet évoluant séparément des autres et posé là dans un espace objectif. L'espace est lui-même un cadre de signifiant pour les objets matériels et les autres êtres vivants et dont les phénomènes y puisent des informations signifiantes, donc la fameuse stimulation, pour leur propre constitution évolutive. On change de paradigme dans le point de vue biologique, là, hein, biologie évolutive. Hein. La structure d'un organisme est du signifiant par lui-même. Le mouvement porte en lui-même le sens de sa propre animation. Il ne se surajoute pas. La conscience et la vie portent en elles-mêmes le sens de leur propre élan. Ils ne se surajoutent pas. Vous voyez? C'est comme dans un rêve. Le rêve émerge en soi. Ça ne se surajoute pas à soi. Et lorsqu'on regarde, c'est une autre modalité fonctionnelle de l'esprit, et c'est un autre langage qui est d'ordre analogique, et cet ordre analogique possède son propre sens. Et le mouvement du récit qui va déployer du mythe, un langage symbolique et mythique, est son propre sens. Pas besoin d'aller chercher ailleurs le sens véhiculé à l'intérieur, tout est déjà là. Donc, observons la nature telle qu'elle est. Relisons. Le sens de la vie n'est pas à chercher en dehors de soi. Nul besoin d'interpréter la nature pour découvrir le sens de la vie et de sa propre vie. Ça émerge à soi au fur et à mesure de la sublimation du désir. On découvre le sens de sa propre existence, donc de sa propre essence, de l'ousia. Pourquoi je suis là, ça se déploie et ça se dévoile. Le signifiant est la structure elle-même. Réfléchissez à ça. La structure d'un organisme est signifiante par elle-même. C'est du signifiant et de la signification. La configuration, l'ordre et l'organisation n'est que signifiance. Et l'essence de toute structure est la beauté. Ok? Nous avons terminé le déploiement, hein, du PDF. Et maintenant, toutes les voies initiatiques de l'Antiquité, les écoles à mystère, dont la déesse était le centre de l'activité, il ne faut pas l'oublier, Déméter, Aphrodite. Alors le centre de la philosophie platonicienne, c'est Aphrodite quand même. C'est Aphrodite, le centre de la philosophie platonicienne. C'est la beauté, c'est l'image de la beauté, donc c'est l'essence du réel. Vous avez la même chose pour Isis, hein, les mystères d'Isis. Vous avez Hathor avec l'amour, la beauté, la joie, le bonheur. Vous avez Ishtar, Astarté dans le milieu moyen-oriental, qui s'appelait aussi Balat,
ou Balat, qui veut dire euh, euh, la mariée, ou celle qui est mariée, ou la compagne de Baal, qui est le masculin, qui est le Zeus du Moyen-Orient. Vous avez la déesse Durga en Inde, ok, qui a mille et un noms, Sarasvati, et ainsi de suite, qui est la déesse du savoir, de la connaissance, de l'énergie vitale. Ganga qui est la déesse du Gange, ok. Vous avez la même chose maintenant, Avalokiteshvara en Chine, hein, les Gwangi, et ainsi de suite. La déesse, c'est la beauté, c'est l'essence de toute la réalité, ou du réel. Et les rites à mystère, c'est le dévoilement. Donc c'est la connaissance de soi. Consiste à dévoiler cette essence ousia qui se dissimule derrière toute chose. C'est celle qui donne jour et naissance à tout. On va naître dans son sein et on va naître dans le royaume de la lumière. Donc de feu, nous nous transformons en soleil. C'est le fameux enfant, je vous donne un symbole, hein, c'est le fameux enfant, Horus, et la déesse Isis. Vous voyez, c'est l'enfant, c'est son enfant. C'est ça, c'est nous. Platon va appeler ça justement euh, le rite apollinien, la naissance d'Apollon dans le royaume de la lumière. Et c'est le rite aussi delphique. Les, les sages femmes, déesses, inspirées, prophétesses de Delphes, hein, c'est Apollon de Delphes et Artémis. Artémis, c'est celle qui va accoucher de la lumière apollinienne dans le royaume de la lumière du démiurge céleste. Donc, voici un petit peu expliqué, disons, la recosmisation du désir Eros, l'amour et la psychologie de l'amour. Il y aura d'autres vidéos qui vont suivre. Ok. Après, on se penchera réellement sur l'activité de l'addiction et du problème du quotidien avec la psychologie. Hein. On va vraiment regarder ça d'un peu plus près. Laissez des commentaires. Partagez si vous avez aimé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Ok? Et je vous en prie, hein. Savoir et connaissance, nous devons les cultiver. Cultiver. Cultivons le savoir, cultivons la connaissance. Pas l'ignorance, pas la croyance, mais le savoir et la connaissance. Je vous remercie infiniment et à bientôt.